contrôle d'Evgeny Prigojine depuis la mi-juillet. C'est le cas des États-Unis qui font cette affirmation. Nous essaierons en tout cas de comprendre avec vous, chers téléspectateurs, et nos invités, si les États-Unis avaient véritablement les moyens d'être au courant de ce que préparait Evgeny Prigojine. On essaiera également de comprendre si ce n'est pas plutôt un coup de maître joué par le chef du Kremlin, Vladimir Poutine. Nous choisissons donc cette actualité pour en parler avec vous et nos invités dans cette édition d'Appel sur le continent. Pour faire le débat ce soir, nous sommes en direct avec vous, Linda Larbaoui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous Junior, bonsoir à toute l'équipe d'Afrique Média, nos téléspectateurs et vos invités s'ils sont là. Voilà. C'est toujours avec un plaisir immense que nous vous retrouvons, Linda Larbaoui. En cours d'émission, on aura également Gamal Abina et Taïfour Smain. Mais le temps que ces derniers nous rejoignent, Linda Larbaoui, on s'interroge ce soir sur l'éventualité de ce que les États-Unis auraient pu être au courant de ce que préparait Evgeny Prigojine. Dans quel camp vous situez-vous? Êtes-vous dans le camp de ceux qui pensent que c'est une machination orchestrée par le maître du Kremlin, ou bien vous également, vous pensez que les États-Unis auraient véritablement les moyens d'être au courant de ce que préparait Evgeny Prigojine? Si je dois parler de moi et dire ce que je pense, ce n'était pas en faveur de la Russie une machination pareille. Mais par rapport à tout ce qui est sorti, je vous ai apporté hier sur Afrique Média tout ce qui a été dit par rapport à cette affaire. Et puis là, j'ai plus d'informations. Mais je vais commencer par répondre à votre question. Par la réponse, la même question a été posée aujourd'hui à Monsieur Lavrov, puisqu'il y a eu une conférence de presse. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance de ça. Moi, j'ai écouté les interprétations arabes sur des chaînes arabes. Donc là, cette question a été posée à Monsieur Lavrov et il a dit clairement que fort possible, je vous répète mot pour mot, fort possible que le patron de Wagner donc était en machination avec les services secrets ukrainiens. Donc si on parle de l'Ukraine, on va parler des États-Unis, puisque cette guerre, depuis le début, on sait très bien que c'est les États-Unis qui l'amènent. Donc s'il y a service secret ukrainien, il y a service secret américain, ils étaient au courant. Mais par rapport à ce que j'ai donné hier comme renseignement qui est sorti dans la presse, et il y a des services secrets d'un pays arabe, un pays allié stratégique, donc on conclut que c'est l'Algérie, il y a eu de la nouveauté. Alors, il y a eu hier la réunion justement de l'OTAN, et la Turquie s'est opposée complètement, et la Turquie depuis hier soutient Poutine et s'est prononcée dans ce sens-là en disant que actuellement la Russie a des problèmes internes. Ça n'a eu mon soutien, c'est-à-dire le soutien de la Turquie, c'est par rapport aux problèmes internes. Ça n'a rien à voir avec l'opération spéciale en Ukraine. Donc ça donne déjà un bon point pour la Turquie. Et puisque j'ai appris aussi par la presse orientale qui travaille sur ce dossier, et chaque nouvelle elle nous parvient. Donc depuis hier soir, après l'émission qu'on a fait ensemble sur Afrique Média, il y a 4 pays qui ont aidé justement Poutine personnellement, pas l'État russe, mais c'est par rapport à Poutine, qui ont travaillé sur ce dossier, et ce n'était pas une machination du Kremlin, c'est réellement une manigance de l'OTAN, donc des services secrets ukrainiens et le patron de Wagner. Donc ces 4 pays sont qui? Il y a l'Algérie, il y a la Turquie, il y a aussi les Émirats arabes, parce que les Émirats arabes sont très impliqués en Afrique. Ils sont très très impliqués en Libye par exemple. Et si on prend aussi l'exemple du Burkina Faso, la plus grosse dette du Burkina Faso, c'est les Émiratis qui l'ont.
Et puis il y a aussi le Mali. Et puis hier j'avais rassuré, la question m'avait été posée par rapport à l'Afrique, donc j'étais rassurée. Tout est sous contrôle. Et également aujourd'hui, Monsieur Lavrov, dans sa conférence de presse, la question lui a été posée par rapport à l'Afrique et il a expliqué que tout était sous contrôle et les pays africains qui travaillent avec Wagner ont pris contact avec le gouvernement ou l'État, on va parler d'État russe. Donc ça rassure déjà les Africains et les chefs d'État africains et ça rassure aussi les populations africaines. Mais en aucun cas, moi personnellement, je vais revenir à ça, en aucun cas j'ai pensé que c'était une machination, parce que ça allait à l'encontre de tout ce qui a été fait. Il faut reprendre tout ce qui a été dit par le patron de Wagner. À un certain moment, il a accusé carrément la Russie de tuer des soldats. Et ça donnait au même moment, quand il y a eu ces déclarations, et il a montré une vidéo qui rimait rien, qui montrait rien, qui prouvait rien, au même moment, l'OTAN, justement, était en train de se préparer pour se donner la légitimité d'essayer d'intervenir, parce que s'il y a gros problèmes en Russie, la Russie, c'est un pays qui a des très très gros moyens au niveau du nucléaire, donc ça donnait la légitimité, si on veut, aux pays otaniens d'intervenir ou de faire voter d'autres lois pour sanctionner la Russie. Donc ce n'était pas en leur faveur. Mais quand on a vu la déclaration de M. Poutine, qu'est-ce qu'il a dit? M. Poutine a repris exactement des termes que j'ai employés plusieurs fois. La Russie subit une guerre depuis bien avant la chute du tsar. Le terrorisme a régné à partir de 1895 jusqu'en 1917. Et cette année, souvent, j'ai mis le doigt dessus. Et c'est M. Poutine maintenant qui sort et qui parle de cette année. Il s'est passé plein de choses à cette année-là, notamment l'annexion de la Crimée à l'Allemagne. Lénine l'avait offert aux Allemands quand il a signé un traité de paix avec eux. Mais la Crimée est redevenue aux Soviets à partir de 1918, quand les Allemands ont perdu la guerre et le peuple russe a bougé dans ce sens-là. Il ne voulait pas se séparer de la Crimée. Donc c'est une année qui est importante et tout ce qui se passe actuellement est lié. Il n'y a pas de hasard. Ce n'est que l'histoire qui se répète. Et Lénine, à l'époque, avec ceux qui se sont appelés les bolcheviks, qui n'étaient pas majoritaires du tout, qui étaient minoritaires, on peut profiter de l'occasion que la Russie impériale soit en guerre pour déstabiliser le pays et puis pour prendre le pouvoir et pour en arriver là aujourd'hui. Reprenez un peu ce que M. Poutine a dit le 25 février de l'année dernière, c'est-à-dire son premier discours au lendemain du début de cette opération. Quand il a parlé de Lénine, c'était pas de la même façon que quand il a parlé de Staline. Les gens font l'amalgame, souvent on fait l'amalgame entre la révolution bolchevique, les bolcheviks et puis le communisme. Ce sont deux choses différentes. Les bolcheviks ont mis le bazar en Russie, ils ont tué un tsar, ils l'ont liquidé, ils l'ont assassiné avec toute sa famille, avec toute l'horreur qui a suivi, les découper en morceaux, les brûler, tout ça, les dissoudre dans des produits chimiques. Ça a été atroce. Cette histoire, les Russes ne l'ont jamais oubliée. Et c'est pour ça que M. Poutine, quand il est sorti, il a fait son discours, c'était pour sensibiliser les Russes, mais pour leur faire rappeler qu'il fallait pas faire la même erreur. On est en train de nous déstabiliser. Voilà ce qu'il a dit. Et c'est les mêmes, puisque aujourd'hui, il y a un lien entre le patron de Wagner et un banquier, justement, américain qui est d'origine russe, qui est dans le coup. Et cet homme-là, il se voyait déjà à la tête du Kremlin. Et les Américains voyaient déjà qu'un allié à eux à la tête du Kremlin. Voilà ce que je sais, ce que j'ai réussi à rassembler par rapport à la question que vous avez posée, mais il faut pas oublier et il faut pas négliger ce que M. Lavrov aujourd'hui. Donc, s'il a dit probabilité qu'il y avait entre le patron de Wagner
et les services secrets, où il y avait une transaction, on parle même, la presse arabe parle même d'un montant de 6 milliards. Donc il y a beaucoup d'intervenants russes qui participent dans des grandes chaînes de télévision, ils sont invités, ils parlent très bien l'arabe, donc ils donnent pas mal de détails, j'essaye de suivre le plus important de ce qui se dit. Merci à vous, Linda Larbaoui, pour cette première intervention. On va de ce pas retrouver Gamal Abina, qui nous a rejoint également. Bonsoir et bienvenue, cher ami Gamal. La question, elle est très simple. S'il fallait répondre de manière péremptoire à la question qui nous intéresse ce soir, est-ce que vous pensez que les États-Unis avaient été vraiment au courant de ce que préparait Yevgeny Prigojine, tel que déclaré dans le New York Times et le Washington Post? Je ne crois pas une seconde. C'est du baratin, c'est malheureusement pour se donner une posture de personnes qui sont informées, qui savent ce qui va se passer par avance. Personne n'attendait ce mouvement, mais je rappelle tout de même, c'est pas la première fois que Prigojine pousse sa beugante. Il l'a déjà fait par rapport à Bakhmout, où il considérait qu'il était lâché par les Russes. 3 jours après, il avait les armes. Donc là, aujourd'hui, on est en train de parler de quelqu'un qui a sans doute de l'ambition, mais qui est un ami personnel de Poutine, on l'a pas oublié ça, depuis 20 ans, 25 ans maintenant. Et surtout Prigojine, lorsqu'il bouscule le cocotier avec sa méthode, qui est très, finalement, ça ressemble beaucoup aux méthodes utilisées à l'époque par Nikita Khrouchtchev, qui tapait du pied sur la table avec sa chaussure pour montrer qu'il était en colère. C'est beaucoup d'outrance, beaucoup d'esbrouf, beaucoup de mise en scène, mais je crois que, et on risque de le voir dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, que la monnaie qui va être rendue par rapport à ce moment, c'est quoi? C'est d'abord la confirmation que Poutine, selon l'Institut de sondage objectif, puisqu'il est proche des Américains, on dit objectif, dit que 82% des Russes sont favorables à Poutine, donc déjà c'est une assise populaire considérable, que l'armée, et ça a été confirmé avec ce pseudo coup de force, lui est favorable, il n'y a pas une défection, personne n'a posé de questions, surtout ça a marché comme un seul homme, et que Wagner est effectivement, rappelons-le quand même, on appelle ça une milice, mais en réalité c'est une armée privée, qui est organisée par Prigojine, c'est vrai, mais par Poutine aussi. C'est-à-dire que ce principe de la privatisation de l'armée, de la guerre, c'est ce qu'on a vu aux États-Unis avec Blackwater, ce principe-là est confirmé une forme d'allégeance totale à l'État russe. Alors, ce qui a posé problème à Prigojine, son colère, c'est de dire qu'il devait accepter le commandement de Shoigu et du ministère de la Défense. Ça l'a énervé. C'est vrai, mais ça ne nous explique absolument pas, soi-disant, une volonté de faire un coup d'État. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu dans la bouche de Prigojine la moindre volonté de coup d'État. Il a dit et répété que M. Poutine se trompait. Il a dit, c'est son ami, qu'il se trompe, qu'il ne trahira pas, et qu'en vérité, il y avait des traîtres au sein de l'état-major russe. On s'est bien rendu compte qu'il n'y a pas eu de traîtres, c'est pas vrai, que tout s'est bien passé, qu'il ne s'est rien passé en vérité. Mais ça a beaucoup excité les Occidentaux, ça a poussé d'ailleurs les Ukrainiens à la faute, parce qu'ils ont tenté en même temps une attaque sous couvert de déstabilisation de la Russie, mais ça a interrogé sur l'approche qu'avaient les Occidentaux vis-à-vis de Poutine. Parce qu'ils se sont dit au départ, ils étaient contents, ils disaient, c'est la pas guerre en Russie, coup d'État, guerre civile, enfin, toute la mise en scène qui avait été mise, d'ailleurs, Poutine était en garde contre ça, c'est vrai. Et de l'autre côté, ils se sont rendus compte qu'ils ne savaient pas. Par contre, ils se sont rendus compte que si Prigojine prenait le pouvoir, ce qui n'était pas du tout prévu, mais parce qu'il avait pris le pouvoir, par rapport à Poutine, il fait figure vraiment d'excité, de quelqu'un de très radical. Et là, en fin de journée, dans les médias occidentaux, au départ, ils se gargarisaient de la catastrophe en Russie, puis après, ils commençaient à être un petit peu, beaucoup plus circonspects, beaucoup plus inquiets. Donc j'ai eu l'occasion de le dire hier dans un média, dès le matin d'ailleurs, je n'ai pas attendu la fin de la journée pour raconter, que c'était de l'enfumage. Ça n'était pas vrai, qu'il ne se passerait rien, que tout allait rentrer dans l'ordre avant la fin de la journée, et c'est rentrer dans l'ordre avant la fin de la journée. J'ai pas une seconde cru à ce qui se passe. C'est un coup de colère, comme ça, si bien fait les Russes, ça c'est pas hier. C'est un coup de choc. C'est une offensive qui a encore été repoussée. Une façon de vérifier qui sont ses amis et qui sont ses ennemis. Et on se rend bien compte sur l'échiquier international que la Chine, par exemple, non seulement n'a pas retiré son amitié ou sa croyance en Poutine, mais l'a renforcé et maintenu. Rappelons tout de même qu'en Chine, entre Poutine et Xi Jinping, il y a eu 40 rencontres. C'est un record mondial. On a rarement vu 2 États, voire 2 dirigeants se rencontrer autant en si peu de temps, en moins de 10 ans. Enfin, 11 ans pour être précis. Et donc aujourd'hui, on a des relations sino-russes qui sont extrêmement bonnes, et on a cet enfumage, j'appelle ça l'enfumage, une opération qui a été réfléchie, sans doute un coup de colère de Prigojine, mais jamais une volonté de coup d'État, c'est évident. Sans doute la volonté de faire des nettoyages comme ça, ça voulait faire les Russes. On se souvient à l'époque de Staline qui avait fait des purges, on n'en est pas, mais il y a un peu de cette idée-là. Mais surtout le fait de voir la réaction occidentale qui a été effectivement d'abord très heureuse, puis après dubitative.
Donc je ne crois pas du tout qu'il y ait eu une manœuvre de déstabilisation, et pour ça, et je vais donner des arguments très solides par rapport à ça. Premier argument, cette force privée n'a pas d'aviation. Donc lorsqu'on envoie des blindés, et ce sont des véhicules blindés, ça peut être des chars, quand on envoie des blindés à direction de Moscou sans appui aérien, c'est un peu comme l'Ukraine, c'est un suicide. Ensuite, parce que cette force privée est payée par l'État russe. Donc ils ne vont pas tirer sur ceux qui le nourrissent. C'est pas possible. Puis troisièmement, surtout, c'est que c'est des Russes entre eux. C'est pas comme la Légion française. Ce ne sont pas des étrangers qui rentrent, la Légion étrangère qui rentre sur le territoire. Ce sont des Russes qui travaillent pour la Russie, qui travaillent pour l'intérêt de la Russie. Et j'en veux pour preuve aujourd'hui, c'est que Sergueï Lavrov a affirmé que les missions qui ont été demandées à Wagner en Afrique seront maintenues quoi qu'il arrive. La seule chose qui soit intéressante, c'est que Prigojine a dit que vous aviez trahi l'Afrique, en parlant de certains généraux russes. Donc je pense qu'il voulait pousser son avantage et pousser l'avantage par rapport aux positions qu'il occupe dans différents pays en Afrique, une quinzaine, pour faire en sorte qu'on aille un peu plus vite, pour faire en sorte que les anciennes puissances coloniales dégagent. C'est un peu la logique de Prigojine, ça reste un homme d'affaires, son intérêt c'est de vivre, de bien faire vivre sa petite armée de 25 000 hommes. Et le troisième aspect important, et c'est pas les moindres, comment voulez-vous que 25 000 militaires privés puissent faire face à une armée de 1 million de soldats russes, si jamais il y avait une volonté comme celle-ci? C'est parfaitement impossible à penser, les rapports de force sont disproportionnés, pas d'aviation, un rapport numérique largement inférieur, avec évidemment des miliciens qui sont payés, donc qui tiennent à la vie quand même, ils sont là pour l'argent, ils sont pas là pour la gloire, et donc ils vont pas se battre contre leurs propres frères. Donc tous ces éléments-là conduisent à penser que c'est une belle mise en scène. Rappelons toujours que M. Vladimir Poutine a été éduqué par le KGB puis ensuite par le FSB, donc c'est quelqu'un qui a l'habitude des opérations d'intoxication, qui le fait très bien, et je pense réellement que dans les jours qui viennent, on risque d'avoir des surprises sur le front ukrainien. Eh bien, Gamal Abinas, il est vrai qu'il était difficile d'imaginer en quelque sorte une prise de Moscou par Yevgeny Prigojine. Vous l'avez clairement établi avec ce manque de soutien aérien notamment. C'est vrai que la milice Wagner, comme on l'appelle, dispose de 25 000 hommes, mais dans ce cas-là, c'est à peu près 5 000 personnes qui étaient en direction de Moscou. On imagine difficilement comment cela aurait pu conduire à un coup d'État. Mais Gamal Abina, est-ce que cette opération, on va le dire comme ça, d'Evgeny Prigojine, peut plutôt s'inscrire dans le cadre d'un conflit de personnes entre lui et le ministre Sergueï Shoïgu? Oui, il y a bien un conflit ouvert, ça dessus il n'y a pas de problème, ils ne s'en font pas mystère, ils se détestent. Donc là-dessus, on l'a bien compris. Mais ils ont un intérêt tous les deux commun, c'est qu'ils ont pour ami Poutine. Poutine a besoin d'hommes solides autour de lui qu'il met en concurrence. Il a utilisé d'ailleurs en cela, et ça a fait rire tout le monde, les méthodes des nazis. Alors je veux dire, pas la barbarie, tout ça, mais la méthode des nazis qui consistait à faire en sorte que chaque structure qui est organisée l'État nazi, qui est un État déstructuré, chaque office, à chaque fois, travaillait en concurrence avec une autre office. C'est un peu une sorte de système ultralibéral qui a été mis en place en Russie, où les meilleurs l'emportent. Donc ça ressemble presque à du darwinisme social, où les meilleurs, qui ont les meilleures conditions, qui ont les meilleurs résultats, qui ont les meilleures notations, entre guillemets, remportent une certaine sympathie de la part de l'État russe, en l'occurrence Poutine. Mais je ne crois pas, je sais qu'il y a une détestation entre les deux hommes, hein, et clairement parce que l'approche des uns n'est pas l'approche des autres. L'approche de Shoigu, c'est une approche de militaire classique, très structurée, presque prussien, j'allais dire, ou presque, enfin, ça rappelle un peu la vieille garde soviétique. L'approche de Prigojine, qui est plus une approche, d'abord financière, pour le reconnaître, c'est une chose, et puis une approche de résultats rapides, parce qu'il a besoin de résultats rapides. Ces soldats ne peuvent pas lui faire défection. S'ils vont, par exemple, dans un combat où ils sont livrés à la mort, assurément, ils seront beaucoup moins motivés. C'est pas du tout le même rapport. Dans un cas, c'est pour la patrie que se battent les soldats russes. Dans l'autre cas, c'est pour des questions financières. Ça reste des miliciens payés. Donc c'est vrai que ces deux approches sont différentes, sa perspective est différente. Les reproches qui sont faits à l'armée russe correspondent quasiment aux reproches que faisait par exemple la SS à la Wehrmacht, à savoir que la SS n'était pas équipée, la Wehrmacht était très bien équipée. Très rapidement, ça a changé. Et Prigojine joue beaucoup de la carte du chantage, de l'émotion. Vous nous avez abandonnés, on est mal équipés, l'armée russe ne fait pas son travail, nous sommes à le fer de lance et on ne fait pas travailler. Donc c'est un peu cela. Mais au-delà de cette idée de la concurrence entre ces différentes factions, ces factions d'État, il y a une chose qui est une constante. Tous ont le même objectif, faire briller la nation russe, faire en sorte que les ennemis de la Russie, comme ils le perçoivent, soient éliminés.
Mais c'est vrai que l'approche n'est pas la même. Alors, au-delà même de la détestation des hommes, et dans les états-majors, il y a toujours des gens qui se détestent. La conclusion de cette ténébreuse affaire, c'est pas un coup d'État. Il n'y avait aucune volonté de la part de Prigogine de faire tomber Poutine, mais pas du tout. Hein. Par contre, Prigogine se sait populaire, voulait asseoir sa popularité face à un Shoigu qui est beaucoup moins charismatique, beaucoup moins présent, contrairement à Prigogine qui investit beaucoup les réseaux sociaux, et un Shoigu qui est bon vieillissant et qui n'intéresse pas trop grand monde. Mais Poutine s'inscrit dans une logique, encore une fois, très presque politburo. C'est-à-dire que la structure militaire doit être respectée, l'organisation ne doit pas bouger. Ça fonctionne en plus. Il faut se rappeler quand même que ce coup de force, entre guillemets, intervient à un moment quand même qui est très étonnant. Il intervient au moment où les Russes ont mis une raclée aux Ukrainiens dans leur contre-offensive complètement désastreuse. Donc comment se fait-il qu'il y ait des tensions au sein de l'état-major russe et de cette armée privée au moment où la victoire est totale sur le terrain ukrainien? J'ai beaucoup de mal à y croire. C'est pourquoi je parle vraiment d'opération d'intoxication. Je suis persuadé de cela. Je me trompe peut-être, hein, tout est possible. Mais une chose est certaine, c'est qu'au-delà de la détestation connue depuis même avant la guerre, entre Prigogine et l'état-major russe, il n'en demeure pas moins que on a vraiment des rapports de force qui se sont inversés et qu'aujourd'hui, la consécration de l'État russe avec son armée nationale l'a emporté sur une armée privée. Aujourd'hui, je pense et je suppose que peut-être que Wagner va intégrer l'État, enfin, il va intégrer le commandement, ce qui était demandé d'ailleurs, le commandement de l'armée russe. Cher Gamal Abina, pour cette autre intervention. On va retrouver Taifour Smaïn qui vient de nous rejoindre également. Bonsoir et bienvenue, cher Taifour. On vous accueille avec la première question, l'interrogation centrale de ce soir. De quel côté êtes-vous finalement en tant qu'observateur? Pensez-vous que ce soit une machination orchestrée par Evgeny Prigogine et Vladimir Poutine, parce que cette opération a été annoncée en grande pompe, reprise et relayée sur la quasi-totalité des médias mainstream occidentaux. On a annoncé une prise de Moscou. On voit difficilement comment cette opération pouvait aboutir à une prise de Moscou, un renversement de Vladimir Poutine. Finalement, Evgeny Prigogine a décidé de faire volte-face. Vladimir Poutine avait annoncé que ceux qui étaient les commanditaires allaient être punis. Finalement, les procédures qui étaient engagées contre Evgeny Prigogine ont finalement été abandonnées. Est-ce que, au vu de tout ce qu'on observe depuis le déroulement de cette affaire, Taifour Smaïn, vous vous situez dans le camp de ceux qui pensent qu'on était engagé dans une partie de poker menteur, ou bien on se trouvait réellement dans une tentative de renversement de Vladimir Poutine par Evgeny Prigogine? Bonsoir Jonathan, merci de m'inviter. Bonsoir à Gamal et à Linda, et merci aussi, et bonsoir à nos téléspectateurs. Écoutez, ça serait minimiser un peu le rôle de Poutine, c'est-à-dire enlever de sa crédibilité. Il faut savoir que ce monsieur est à la tête d'un très très grand pays, un pays de surcroît très très puissant, 7000 têtes nucléaires. Je ne pense pas qu'il va se prêter à ce jeu puéril, on va dire, enfantin, pour jouer avec Prigogine. Non, parce que quand on connaît le passé de monsieur Prigogine, il est vrai qu'à un moment donné, on avait, enfin, on peut pas douter de son nationalisme, mais c'est un monsieur quand même trempé un peu dans des affaires un peu sordides. Hein. Il a commencé avec une petite sandwicherie, hein, donc il faudrait le rappeler à nos téléspectateurs. Et donc, à partir d'un petit kiosque, il a pu donc ouvrir une série de restaurants. Il est devenu par la suite, d'ailleurs, ce qui lui a valu d'être donc qualifié de cuisinier de Poutine, parce qu'il était le fournisseur du Kremlin. Alors maintenant, Prigogine, si c'est donc un jeu auquel il s'est prêté, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que les dernières nouvelles là, qui viennent de tomber, c'est que Poutine, a priori, n'a pas laissé tomber les charges qui pèsent sur cet homme très ambitieux, ma foi. Parce que s'il faut savoir que Prigogine avait fait un travail en amont. Vous vous rappelez de l'offensive de Bakhmout, quand il avait dit que ses troupes étaient lâchées et qu'il en voulait à mort donc à Shoigu. Donc Shoigu, je suis pas d'accord avec Gamal que c'est un homme vieillissant, que c'est un homme qui n'est pas charismatique. Au contraire, c'est un monsieur qui est pressenti pour devenir le prochain peut-être président, donc après Poutine. Et je pense que Prigogine, justement, avait fait tout ce travail en amont pour préparer l'opinion. D'ailleurs, quand vous analysez un peu ce qui s'est passé les 2 derniers jours, c'est qu'il avait dit aux Russes qu'il allait les libérer. Les libérer de qui? De quel joug? D'une dictature? De Poutine? De qui? A priori, il en voulait donc à Poutine sans le nommer donc nommément, mais
Et bien sûr, il fallait trouver donc un bouc émissaire. C'était donc Shoigu et Monsieur Gerasimov, qui sont donc le chef d'état-major et donc le ministre de la Défense. Alors maintenant, il faut voir aussi le ton grave qu'avait donc adopté Poutine lors, on va dire, de ce changement de cap de Prigojine qui s'est cru a priori vraiment à la tête d'une puissance militaire et qui pouvait donc prétendre prendre la place de Monsieur Poutine. Alors là où je suis pas d'accord non plus, quand vous dites que c'est un jeu, je ne pense pas, parce que j'ai suivi ce qui s'est passé ces 2 derniers jours de très très près, à savoir que les médias étrangers, que ce soit français notamment, et puis américains, que j'ai suivis de très très près. Alors les Américains comme les Français, c'est comme si c'était passé le mot. On avait à un moment donné, on était dans l'enlisement, ce qu'on appelle médiatique. Un coup, on disait que c'est la fin de la Russie, c'est la victoire des Ukrainiens. Monsieur, comment il s'appelle, Zelensky avait dit qu'ils étaient sur le point de remporter donc la victoire finale contre Poutine. Et puis en fin de journée, quand il y a eu donc le volte, comme on appelle ça, donc la reddition quasiment de Monsieur Prigojine, les médias donc sont tombés des nues. Il fallait trouver ce qu'on appelle la parade. Et la parade a été trouvée facilement. Donc on avait parlé d'un coup de bluff. Je ne pense pas que ça soit un coup de bluff. Pourquoi? Parce que Prigojine, quand on connaît très très bien un peu l'information et quand on piste l'information, quelle que soit la source de l'information, ça ne veut pas dire, là je ne parle pas dans l'absolu, il y a certaines informations qui avaient fait état justement de la collision de M. Prigojine. Il paraît qu'il a été donc détourné un peu comme Andriy Vaslov. Andriy Vaslov, c'était donc aussi un général russe qui avait rejoint le camp nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale, et ce qui lui a valu d'ailleurs à Prigojine d'être taxé justement d'Andriy Vaslov, donc par tous les médias russes et même de certains de ses compagnons, à savoir que les troupes de Wagner, justement, il y avait parmi eux, il y avait, on va dire, une scission qui n'était pas d'accord, d'où justement la révision de Prigojine. Prigojine, il n'aurait pas fait tout ça pour ce tohu-bohu, pour s'arrêter et dire que bon, c'est bon, on va rendre les armes et on s'arrête à mi-chemin. Parce que quand on voit que les médias, par exemple, français, qui avaient pratiquement, sont même allés à réduire la distance entre la ville Rostov, pardon, et Moscou, on voit bien que quelque part, il y avait quelque part un flou total autour de cette question. Et pour revenir à Prigojine, je ne pense pas qu'il ait fait tout ça pour se rendre aussi facilement. Et puis, c'est la raison pour laquelle tout le monde est tombé des nues par rapport à cette reddition. Parce que Monsieur Loukachenko, quand il avait appelé, là c'est des informations, je ne pas d'informations, quand il avait appelé son ami qu'il connaît depuis 20 ans, c'est-à-dire Prigojine, lui avait dit que tu n'as aucune chance. Il vaut mieux te rendre plutôt que de connaître un sort funeste. C'est-à-dire que Poutine, il avait le choix, donc surtout qu'ils avaient pris donc le chemin de Moscou avec des camions sur lesquels avaient mis les chars et tout ce qui suit, et pouvaient les bombarder avec un Sukhoi, par exemple. Il y a aussi un autre détail qu'il faudrait connaître, c'est que Poutine n'a pas renoncé aux poursuites. Ça, c'est les dernières informations. Donc, il faut dire que ce n'est pas vraiment un coup de bluff, et on était bien devant une tentative quasiment de renversement, parce que Prigojine, a priori, avait misé sur sa notoriété, sa popularité auprès de certains Russes, et c'est la raison pour laquelle il a poussé, il s'est senti pousser des ailes, donc il avait donc des prétentions, c'est-à-dire de croire qu'il pouvait détrôner Poutine, chose qui est quasiment, on va dire, qui était quasiment impossible. D'ailleurs, Loukachenko lui avait rappelé qu'il n'avait aucune chance. Vous avez toutes les capitales, ce qu'on appelle les pays de l'axe, de Venezuela à l'Iran en passant par la Chine, ils se sont tous rangés du côté donc de Poutine, et vous avez tout, même les pays arabes, qui se sont rangés du côté de Poutine. Donc le monsieur n'avait aucune chance. Alors il y avait encore d'autres informations qui faisaient état justement de collision entre, donc d'ailleurs les services secrets russes avaient parlé d'une collision anglaise, américaine et un pays du Moyen-Orient qu'on peut supposer être Israël. Pourquoi? Parce que les Israéliens, ils sont pas du tout, on va dire, en odeur de sainteté avec Poutine. Hein. Donc ils ont même essayé d'envoyer ce qu'on appelle des chars Markava à l'Ukraine, et maintenant on sait très bien que le torchon brûle entre Moscou et Tel Aviv,
Et aujourd'hui, on voit bien que c'est pas donc un jeu d'enfant. Alors, franchement, parler d'un pays comme la Russie qui va se prêter à ce genre, on va dire, de scénario, non, non, je ne crois pas à cette hypothèse, d'autant plus que toutes les informations recueillies jusque-là donc prouvent plutôt le contraire. Hein. Donc, et on va voir avec le reste, justement, avec l'évolution des événements, on va voir que c'est pas du tout un jeu, et on va voir que même Prigojine risque donc soit la prison, soit d'être quasiment physiquement liquidé. S'il faut évidemment prendre le contre-pied de cette analyse, vous vous inscrivez plutôt dans une logique d'ivresse de pouvoir d'Evgeny Prigojine qui s'est vu pousser des ailes, tel que vous venez de le dire. Est-il donc possible que cette tentative, cette action d'Evgeny Prigojine ait été issue de certains services secrets, notamment les services secrets américains, tels qu'annoncés par certains journaux, tels notamment le Washington Post et le New York Times? On peut tout supposer, mon cher Jonathan, parce que quand on fait un recoupement d'informations et quand on voit ce qui s'est passé par la suite, on voit bien que quelque part il y a une collusion, bien entendu. Bon, maintenant il va falloir le prouver, mais quand on essaye, essayer de comprendre et aller au fond des choses, comment on appelle ça, Prigojine, il ne pouvait pas agir seul s'il n'avait pas eu de garantie de l'extérieur. Dans ce genre de situation, justement, quand on est sur le point d'organiser un putsch, c'est que quelque part, on doit bénéficier, on va dire, de garanties, surtout des puissances étrangères, quelle que soit la puissance, hein, que ce soit américaine, anglaise ou française. Mais toujours est-il que Prigojine, a priori, a bénéficié de certaines garanties dont il n'a pas bénéficié au grand jour, on va dire, c'est-à-dire dont on n'a pas fait part de la chose au grand jour, mais avec l'enquête qui est en train de diligenter en ce moment même par les services secrets russes, on va pas tarder à savoir que ce monsieur avait quelques accointances avec des puissances étrangères, notamment américaines et anglaises. Hein. Donc il faudrait savoir que Prigojine, c'est vraiment un homme, il faudrait surtout, se pencher sur la personnalité de la personne. C'est un ancien proxénète, ce monsieur, il a aucun niveau scolaire, ce monsieur. Et ce monsieur, il mange à tous les râteliers. Donc, comme disait tout à l'heure Gamal, il est vrai que c'est un homme d'affaires et qui essaye par tous les moyens de gagner de l'argent. Et on sait très bien que ce monsieur a des accointances aussi avec le chef de ce qu'on appelle des rebelles, on va dire des mercenaires soudanais, parce qu'il partage l'or avec eux. Et vous avez même des accointances avec le Mossad israélien. On n'en fait pas ici, part ici, mais dans les médias orientaux, on en a déjà parlé. Et puis, c'est la raison pour laquelle je vous dis que tout est possible. Taïfour Smaïn, on va de ce pas retrouver Léo Nicolin, qui participera également à cette édition d'Appel sur le continent. Bonsoir, cher Léo Nicolin, bienvenue. Merci de nous retrouver pour cette édition d'Appel sur le continent. Eh bien, le temps de retrouver Léo Nicolin. On revient donc vers vous, Linda Larbaoui. La situation est un peu confuse, a été confuse du côté de Moscou. On commence à entrevoir quelques éclaircies. Comment sortiront de cette histoire Linda Larbaoui, Vladimir Poutine et Evgeny Prigojine d'après vous? Les États-Unis ont commencé toujours, il y a une tactique qu'ils emploient, c'est stigmatiser et des personnalités comme Bachar al-Assad, à un certain moment c'était Saddam Hussein, c'était donc plutôt diaboliser, voilà le mot que je cherchais, on diabolise des personnes, alors que là c'est l'avenir d'un État, l'avenir de la Russie qui était en jeu et qui est toujours en jeu. Maintenant, ce que je peux dire, moi, par rapport à ce que je viens d'entendre, mes analyses, je les fais par rapport à des faits, par rapport à ce qui est sorti par la presse. Ça dépend quelle presse, bien évidemment, et ça dépend qui parle. Vous avez 5 personnes en Russie, quand elles parlent, elles ne sortent pas pour rien et elles ne disent pas n'importe quoi. Vous avez Monsieur Poutine, il y a Monsieur Lavrov, il y a Biskov, il y a aussi Medvedev et Sergei Chouego.
Ces gens-là, quand ils s'expriment, chaque mot est pesé. Et je suis revenue souvent, je vous dis, sur l'année 1917. Pourquoi cette fois-ci, Monsieur Poutine son discours, il dure 5 minutes 30. Je l'ai écouté plusieurs fois. De chaque phrase, vous pouvez écrire une encyclopédie par rapport à l'histoire de Russie. Pourquoi il a employé cette fois-ci le mot traître comme en 1917, alors que quand il a fait son premier discours lors de cette première opération, il a dit Lénine était une erreur de l'histoire. Il n'a pas parlé de traîtrise, mais aujourd'hui, il a employé des mots très forts. Il faut connaître, si on ne connaît pas le passé, on ne peut pas se situer dans le présent et on ne peut pas voir l'avenir. Si vous connaissez le passé de la Russie a subi, c'est le premier pays où les Israélites qui ont réussi plus tard en 1917 à avoir la déclaration de Balfour pour créer l'État d'Israël, c'est eux qui ont financé depuis le début, depuis 1895. Là, regardez à combien d'années je remonte. Et c'est ce même organisme qui a travaillé à partir des États-Unis et en se formant en AIPAC en 1905, c'est ce même organisme qui travaille aujourd'hui. Ce n'est pas les mêmes personnes. Bien sûr, Lénine n'est plus là et Jacob Schiff n'est plus là, mais c'est les mêmes banques et c'est les mêmes personnes qui travaillent dans le même sens. La Russie n'est pas sortie de la panade. Vous savez, la première semaine de cette guerre, c'était un dimanche après-midi. J'ai fait une émission avec vous, avec Afrique Média. J'avais prédit que cette guerre allait durer dans le temps et elle allait durer très très longtemps. J'ai été contredite. J'avais dit que Poutine allait se servir de la coupure de gaz pour faire pression parce que c'est une arme. J'ai été contredite. Le premier qui a bradé son gaz contre la nourriture, c'est le peuple russe. Ce n'était pas Saddam Hussein, c'était le peuple russe. Avec quoi l'Europe s'est construite? Avec les richesses africaines, mais quelle énergie? C'est l'énergie russe. Ça a été bradé. Quand on connaît ce volet-là de l'histoire, on peut comprendre ce que dit Poutine, pourquoi il compare ce qui est en train de se passer avec 1917. Mais il faut être débile pour croire que avec 5000 personnes, voire même 25 000 personnes, on peut détruire une armée avec ses réservistes. Elle fait 4 500 000. Il faut être complètement débile. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 1917? Pendant que la Russie était en train de mener une guerre, on a fait toute une propagande et puis là, c'est une minorité qui a mis la pagaille dans le pays. Dès que le sang a coulé, c'était fini. On était parti pour une guerre civile. C'est ça la comparaison que Monsieur Poutine fait. C'est-à-dire qu'il y a une minorité qui veut semer la pagaille, qui veut provoquer que le sang coule, et si le sang coule, eh ben ça part pour une guerre civile. Il y a un lobby en Russie. Pourquoi la Russie, même si aujourd'hui beaucoup de pays se sont alliés à la Russie, pourquoi la Russie ne s'est jamais prononcée au niveau des Nations Unies par rapport à la Palestine? Les Russes commencent à peine maintenant à se prononcer. Pourquoi Poutine a fermé l'espèce d'agence israélite qu'il y a en Russie et il a enlevé les passeports à tous les Israélites qu'il y a en Russie, il leur a enlevé les passeports. Ce volet, personne n'en parle parce qu'il y a un lobby qui est là et ce lobby est rattaché à l'AIPAC et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui les États-Unis soutiennent, c'est le lobby le plus important aux États-Unis. Et c'est pour ça que j'avais dit que cette guerre allait durer très longtemps, je le savais, parce que je peux en dire long sur ce côté-là, mais c'est pour ça aussi que Poutine, il revient sur ce qui s'est passé à l'époque. Il y a un rattachement entre les faits, rien n'est fait par hasard, et quand ces gens-là, je vous ai dit, il y a 5 personnes, quand elles parlent, il faut décortiquer les mots qui ont été employés. Vous savez, Aujourd'hui, nous avons tous les pays arabes qui ont rejoint la Russie, alors que ce sont les pays arabes qui ont démantelé l'Union soviétique. Il y a bien une raison, c'est parce que c'est Staline qui a
en négociant pour avoir des crédits avec les banques américaines gérées par l'AIPAC, il avait négocié l'État d'Israël. Voilà ce qui s'est passé. Et tout ça est lié. Le premier chef d'État qui est revenu sur cette année quand Zelensky était au sommet de la Ligue arabe, c'est Kais Saïed. Il a cité cette année, il a donné des détails. Nous sommes en train de décortiquer ce qui a été fait en 1917, c'est-à-dire South Beko. C'est South Beko qui a balkanisé les véritables États-Unis. Les vrais véritables États-Unis, c'était l'Empire ottoman. Les Américains n'ont rien créé, ils ne créent rien, ils copient, ils volent. Ce sont des colons installés en Amérique du Nord. Alors, les véritables États-Unis, l'Empire ottoman a été décortiqué en 1917, exactement comme la Russie impériale. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui est lié. Eh ben, je vais terminer avec une chose, Junior. Regardez bien qui est impliqué dans cette guerre et dans ce conflit et celui qui va aller très loin et plus loin. Vous avez les Américains qui sont cachés derrière comme c'était en 1917, mais vous avez les Anglais, les Français, les Allemands, les Polonais, les mêmes éléments qu'il y avait en 1917, voire même 1914 quand la guerre a éclaté. Donc nous avons les mêmes éléments et avec les mêmes ingrédients, on peut fabriquer la même chose. C'est ce que les Américains croient, mais ce n'est plus possible. Les Américains ont fait trop de mal partout. Ça y est, le jeu, on le voit, c'est très clair, le jeu est vu par tout le monde. Ils ne peuvent plus avoir autant d'autorité qu'avant. Et la Russie, depuis 2017, a terminé les dettes. Donc, elle peut couper le gaz, elle peut s'arrêter là, elle a tout remboursé. Et les banques Rothschild ont été dégagées de la Russie et de la Chine. C'est pas un hasard tout ce qui se passe. Croyez-moi, c'est pas un hasard. Mais revenez toujours à la source et revenez aussi à ce que les officiels disent. Pourquoi Lavrov dit ceci ou cela? Pourquoi Poutine dit ceci et cela? Et c'est pour la première fois qu'il traite les bolcheviks de traîtres. Parce qu'en disant c'est de la traîtrise comme en 1917, ça veut dire que les bolcheviks à l'époque étaient traîtres. Et nous sommes dans la même guerre. Voilà le message qu'il a fait passer aux Russes. C'est-à-dire que nous sommes toujours là en train de subir et cette guerre, il faut la gagner pour en finir avec une entité qui s'appelle les États-Unis. Merci à vous, Linda Larbaoui. On va peut-être cette fois-ci avoir la possibilité de retrouver Léo Nicolian si finalement il est connecté. Bonsoir et bienvenue. Est-ce que la réalisation peut nous faire savoir si Léo Nicolian est connecté? Il y a des soucis véritablement avec notre quatrième invité, Léo Nicolian. On va permettre aux téléspectateurs de participer également à cette édition en ouvrant bien sûr le standard, mais avant, le temps que ces derniers arrivent au standard, on va vous retrouver. Gamal Abina, on s'interroge véritablement sur ce qui est passé par la tête d'Evgeny Prigojine. On espère avoir un peu plus d'éclaircissement au fil des jours à venir. Mais comment, d'après vous, sort Vladimir Poutine de cette histoire? Est-ce qu'il sort véritablement grandi ou bien il sort affaibli comme certains médias occidentaux le pensent? Gamal Abina. Il y a déjà deux aspects à cette histoire qui arrive au moment où les Russes sont forts sur le terrain militaire, contrairement à 1917, c'était il y a l'instant. Sur Barriquet, en 17, ils étaient en situation difficile face à l'Allemagne. Là, ils sortent très renforcés et cette histoire permet de penser que c'est une opération de force qui donne le sentiment d'une volonté de coup d'État qui n'a jamais été prononcée d'ailleurs, avec un discours de Poutine très dur par rapport à la trahison, donc il met vraiment à l'épreuve ceux qui le suivent, mais bon, là pour l'instant, il n'y a aucun problème. Et cette histoire donne le sentiment du côté occidental qu'il a été affaibli. Mais en vérité, non, il n'a pas été affaibli. D'abord parce que j'ai rarement vu une volonté de coup de force qui est annulée en une journée, en une demi-journée, pour commencer. Puis surtout parce que, encore une fois, ceux qui payent Prigojine, c'est quand même la Russie. Ceux qui payent Wagner, c'est la Russie. C'est quand même eux qui ont la main mise dessus. C'est à Poutine quelque part.
Et ça ne l'a pas affaibli puisqu'il a récupéré la main très rapidement. Et juste pour asseoir une réalité, c'est que, connaissant Poutine, amnistier ceux qui auraient tenté de faire ce qu'on appelle en langage militaire une trahison, donc un coup de force, un coup d'État, et donc une trahison pour la nation, un acte de haute trahison, ça se finit par les armes, ça se finit pas par une amnistie, ça j'y crois pas du tout. Donc je pense qu'il y a sans doute de la part des Prigojine une volonté d'ambition évidente. Hein. Il a dû un petit peu, il a vu qu'il était populaire, il a dû peut-être avoir des volontés, des velléités de vouloir diriger la Russie, c'est possible, là, tout est possible, je n'écarte rien, mais une chose est certaine, c'est que ça n'a pas affaibli Poutine, ça l'a totalement renforcé. Alors maintenant, de dire qu'il y aurait des donneurs d'ordre extérieurs, je ne crois pas une seconde. De dire qu'Israël serait derrière, je crois encore moins, parce qu'Israël est en panique. Elle ne peut pas soutenir l'Ukraine pour des raisons simples, c'est que si elle attaque l'Ukraine, elle se met à de la Russie, et la Russie lui a offert sur un tableau, sur un plateau, 1 million de juifs russes. Donc ils n'ont pas envie de se mettre en mauvais terme avec Poutine, ça ne les intéresse pas. Depuis le début du conflit ukrainien, ils ont toujours pris de grandes distances. Pire encore, lorsque Zelensky a commencé à s'exciter en parlant de l'Holocauste, en disant c'est pareil, ils l'ont calmé directement le jour où il a fait son discours avec Knesset. Vraiment, ils ont beaucoup de mal avec Zelensky, qui n'est pas pour eux quelqu'un de très intéressant, c'est pas un type très sérieux, et surtout qui emmène son pays à la catastrophe. Donc je pense qu'Israël n'a pas de part ou très peu de part. Elle voudrait vendre des armes, mais ne le peut pas. Il n'y a aucun armement qui est proposé. Ils font des basses propositions comme les Américains. Enfin, n'oublions pas que les Américains proposent des F-16 pour 2024. Hein. Donc il va se passer des choses. Ensuite, la guerre durera, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que l'hiver va être dur pour l'Europe. Et l'intérêt des Européens, c'est pas de poursuivre une guerre, parce qu'ils ont entamé toutes leurs réserves stratégiques de gaz. Ils ne pourront donc pas affronter un nouvel hiver, c'est une évidence. Ils ont eu de la chance, l'hiver dernier était assez clément, mais là, ça risque d'être compliqué. Donc je pense réellement que, au-delà de la volonté de faire durer la guerre par les Américains, et cette volonté est largement affichée, là-dessus, il n'y a pas de problème, on a compris que l'Amérique est à la manœuvre et qu'elle tire les ficelles. Les Européens qui jouent les toutous aujourd'hui, peut-être vont se poser des questions demain. Il y a quelques pays qui commencent à rechigner un peu sur les sanctions, comme la Grèce, par exemple. Évidemment, comme Orban, qui est pas d'accord. L'Italie fait semblant de danser entre deux jambes, mais bon, on voit bien que la réalité va s'imposer quand l'Italie ait trouvé un nouveau fournisseur avec l'Algérie. Mais les réalités économiques vont prendre le pas sur cette guerre. L'Amérique veut qu'elle dure, parce que l'Amérique, son objectif, c'est que la guerre, comme l'Iran-Irak, ne s'arrête jamais. C'est l'objectif des Américains, ça leur apporte de l'argent. Maintenant, concernant le rapport à Prigojine-Poutine, évidemment, personne n'est en mesure de pouvoir dire si oui ou non ils sont embrouillés, s'ils se détestent, s'ils restent amis, s'ils sont... Mais il est certain que Prigojine n'a prononcé aucun mot, c'est important de le rappeler quand même, hein. Rien contre Poutine. Il n'a pas dit que Poutine est un traître, il n'a pas dit démettons Poutine, c'est pas le propos qu'il a tenu. Il a dit il y a des traîtres dans l'État russe, c'est pas pareil, et il faut les écarter. Et là, on parle vraiment de rapport d'homme à homme, à savoir que Prigojine déteste effectivement Shoigu, déteste évidemment le ministre de la Défense, tout comme les chefs d'état-major, il les déteste parce qu'il est en concurrence avec eux. Encore une fois, on est encore sur une position de concurrence, de relations financières parce qu'elles sont réelles, existantes, et puis de prestige. Je veux dire, qui sera capable de donner satisfaction à la Russie ou décider sur le front ukrainien. Aujourd'hui, les positions sont stationnaires, bien que l'Ukraine ait perdu 20% de son territoire. Mais qui sera en mesure de dire c'est moi qui ai remporté la mise? Prigojine a remporté la mise sur Bakhmut, qui s'appelle maintenant Artemios, qui est du côté russe, c'est vrai. Aujourd'hui, il réclame plus de moyens, il l'a dit depuis le début. Alors apparemment, ça se passe pas bien, c'est vrai, parce que la Russie voulait faire la main basse sur son armée, qui est très efficace, ça pour le coup. Mais une réalité se discute pas. Les seules personnes qui sont en confrontation aujourd'hui sur le terrain ukrainien, c'est les Russes, évidemment, mais c'est les Américains. C'est eux qui donnent les ordres. C'est eux qui ont poussé Zelensky, qui est pas même très malin, à poursuivre une guerre alors qu'il avait signé, c'était dit par Poutine récemment, il avait signé un protocole d'accord pour trouver un terrain d'entente. Dès le départ, dès le 25, le 26, c'était fait sous l'égide des Turcs. Donc l'opération avait été menée rondement, mais il va de soi que le Premier ministre anglais a tout de suite dit à Zelensky, si vous signez ça, on vous coupe nos aides, et ça a été un chantage. Donc malheureusement aujourd'hui, eh bien la guerre dure, elle ne va pas durer éternellement parce qu'il y a une chose qui va l'arrêter. C'est pas le fait que la volonté américaine ne soit pas là, elle est là. Si les Américains pouvaient tuer jusqu'au dernier Ukrainien, ils le feraient. Non, ce qui va stopper la guerre, c'est d'abord des réalités économiques pour l'Europe qui ne tiendra pas l'hiver prochain, et surtout ce qui risque de stopper la guerre, c'est simplement plus de matériel. On le voit bien, hein, ils ont déjà perdu un quart des effectifs sur cette offensive suicidaire. Et puis l'autre aspect, pas d'appui aérien. Faire la guerre sans avion, c'est plus que difficile. Pas d'hélicoptère, pas d'avion, pas de drone. Et dernier aspect, c'est le plus important, moins en moins d'hommes. Les gens ne se rendent pas compte, mais les Ukrainiens sont en train de se barrer. Je parle des hommes en âge de combattre. Ils fuient le pays. On a pratiquement 20 millions de personnes en dehors des frontières. Et
les 5 millions qui sont partis ces derniers mois, c'est des hommes. Ils ne veulent pas faire la guerre. Ils sont protégés par les populations. Ils les cachent. Ils ne veulent pas laisser ces hommes aller mourir inutilement sur un conflit perdu d'avance, parce qu'il faut être clair. Je veux dire, moi, j'ai souvent dit, voilà, prenons objectivement un indicateur. Global Firepower. C'est un site américain qui faisait, il y a 2 ans, parce que l'année dernière, ça a été transformé, qui faisait le classement des puissances militaires mondiales. Donc, la première puissance, États-Unis, la seconde, Russie, la troisième, Chine. Au-delà de la troisième puissance militaire, la quatrième, cinquième, sixième, c'est un fossé qui les sépare des 3 premières. Et l'Ukraine arrivait en 28e position. Après la frappe dure du premier jour de l'attaque des Russes, ils ont liquidé l'aviation en totalité. On a menti beaucoup sur l'aviation ukrainienne, elle n'existe plus. Et ils ont frappé durement tous les systèmes de commandement et surtout les usines ukrainiennes, qui n'étaient pas légion à l'ouest, c'est surtout l'est qui était industriel. Donc très peu d'usines n'arrivent à la destruction, ce qui fait que l'Ukraine dépend totalement du matériel occidental qu'elle ne maîtrise pas. Ils ne savent pas utiliser évidemment les avions de combat puisqu'ils sont formés au Sukhoi. Ils ne savent pas utiliser les chars Abrams ou Léopard, parce que c'est des chars ultra technologiques. Les Ukrainiens sont plutôt habitués aux fameux T-72 et autres collections d'été. Donc on est vraiment sur 2 mondes différents. Donc l'Ukraine a un problème, un déficit d'hommes, un déficit de connaissance des armements qu'on leur fournit plus ou moins au compte-gouttes, puisqu'ils ont donné que 300 chars. Je rappelle que pour la conquête de l'URSS, les nazis avaient aligné 6500 chars, pas 300 chars. Et surtout, ils n'ont pas l'appui aérien. Donc quand on a du tir au pigeon qui se fait de la partie russe sur une position défensive confortable, et les Ukrainiens qui vont sauter sur des mines, bombarder par l'aviation les drones et surtout les hélicoptères de combat qui font un carnage dans les rangs ukrainiens, j'ai envie de dire que franchement, c'est pas très encourageant. Donc, ça veut dire que l'Ukraine commence à avoir un déficit d'hommes. Je rappelle qu'au début de la guerre, Monsieur Zelensky s'était vanté de pouvoir mobiliser 1 million d'hommes. On ne les a jamais vus. On les a jamais vus parce qu'il a fait une bataille qui a coûté 10 000 hommes en une journée. Donc, c'est pas très encourageant. Donc, simplement, et puis surtout, la moitié de l'Ukraine est pro-russe, enfin, un tiers de l'Ukraine entière. Donc, simplement pour dire qu'aujourd'hui, on a une situation qui s'est figée, puisque les Russes veulent conserver la partie russophone, c'est évident. Ils veulent conserver le Donbass, ils veulent conserver évidemment la Crimée, ils vont certainement prendre le port de Sébastopol et tout le sud de l'Ukraine, c'est une évidence. Ces positions sont facilement conservables puisque c'est au-delà du Dniepr, donc le fleuve qui sépare géographiquement les 2 parties. Et surtout, les Ukrainiens n'ont pas les moyens d'attaquer. Je veux dire, attaquer, c'est s'exposer. Quand on n'a pas en plus l'aviation, on est fichu. Donc aujourd'hui, leur soi-disant contre-offensive est gelée, et pour cause, ils n'ont plus les moyens d'attaquer. Les Américains qui les ont baladés ne leur fourniront pas d'avions de combat puisqu'ils promettent ça en 2024. Les Européens refusent de fournir des avions de combat, et c'est logique, parce que s'ils fournissent des avions de combat avec le système S-400 et S-500, il n'en restera pas un seul qui va voler. Donc simplement pour dire qu'aujourd'hui, effectivement, l'Amérique va alimenter la guerre, parce que c'est son intérêt économique. L'Europe va alimenter la guerre parce qu'ils sont incapables de s'affranchir de la décision de l'OTAN, et l'Ukraine va continuer à souffrir le martyre inutilement face à ses frères russes. Je rappelle qu'ils sont slaves, c'est important de le rappeler. Face à ses frères russes, juste pour une guerre qui est impossible à gagner. Je pense que ce qui peut arriver de mieux aujourd'hui à l'Ukraine, c'est que Zelensky aille à la tête des négociations et trouve un terrain d'entente avec les Russes plutôt qu'avec les Américains. Mais réellement, je ne crois pas une seconde à un changement un renversement de valeur. Je tiens à saluer Monsieur Nicolian qui est juste là parce qu'on n'a pas réussi à l'entendre, malheureusement. C'est peut-être un problème de son, mais je le salue. Et puis comme aux amis, Linda et Ismaël. Merci à vous, Gamal Abina. On va de ce pas également essayer tenter une autre connexion avec vous. Léo Nicolian, bonsoir et bienvenue. Léo Nicolian, notre retour. Il y a un vrai problème de son, on n'entend pas. Est-ce que la réalisation peut nous faire savoir si Léo Nicolian a notre retour? Il y a un problème de connexion. Bonsoir. Donc, je salue Gamal, qui me rappelle un grand homme égyptien, Gamal Abdel Nasser. Mais parallèlement à cela, j'ai entendu notre amie Linda. Je suis en très grande majorité en accord avec elle. Mais il y a des points de désaccord. Alors j'espère qu'on me voit bien parce que j'ai pas le retour à l'écran. Néanmoins, Linda a raison de parler et de dire pour savoir où on en est aujourd'hui, il faut retourner dans le passé. Alors, on va pas faire un cours d'histoire, mais juste un petit rappel de piqûre. Permettez-moi de dire une chose. La Russie est un pays immense. Mais quand je dis immense, c'est même pas l'Union soviétique, c'est la Russie en elle-même.
Deux, elle a des richesses, mais alors, vous ne pouvez pas imaginer les richesses de la Russie. Seulement, voilà, le tsar Nicolas, qui avait des quantités d'or astronomiques, avait commis l'erreur de planquer son or en Angleterre chez son cousin. Parce que vous savez, les familles royales, elles avaient des liens de parenté. Donc, tout cet or, toute cette fortune du peuple russe, de la Russie, du tsar Nicolas, ben, avec les bolcheviks qui ont bien sûr, et Lénine, décapité ou tué ou liquidé toute la famille royale, les héritiers officiels de cet or n'existent pas. Et c'est ce que la Russie réclame depuis des lustres et des lustres. Il y en a pour des milliards de milliards. Ça, c'est la première chose. Est-ce que Léon Nicolian est toujours Tu as là? coupé ton micro. Il a coupé le micro. Il a coupé le micro. Ton micro. Ouvrez votre micro, Son cher micro est Léon. coupé. Cher Léo, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Eh bien, beaucoup de difficultés techniques avec Léo Nicolian ce soir. Différentes nations. Allez-y, Oui, allez-y, oui, je Léo, suis toujours nous là. écoutons. Donc, alors Linda avait raison de parler du démembrement de l'Empire ottoman. Elle a parlé de 1917, elle a donné des dates, mais on oublie un détail capital. C'est 1924. Dans le 1924. cadre des richesses, dans le cadre des richesses mondiales, on a fait une découverte immense. On a fait une découverte immense en 1880. C'était la découverte du pétrole. Donc toutes les puissances ne s'étaient pas trompées en disant il y a des richesses extraordinaires, c'est le pétrole. Seulement le pétrole des pays arabes, il était entre les mains des qui? Entre les mains, bien sûr, des Turcs de l'Empire ottoman, qui n'a pas été tendre ni avec ses communautés internes, mais qui n'a pas été tendre non plus avec les pays arabes. Souvenons-nous des pendus libanais sur la place des Martyrs, qui porte toujours son nom, et de tous les pays arabes qui ont été occupés par l'Empire ottoman. Mais évidemment, l'Occident, voulant mettre main basse sur ce pétrole, il fallait bien diviser pour mieux régner, d'où le démembrement de l'Empire ottoman et les accords entre les Français et les Anglais, Sykes, l'anglais, et Picot, le français, pour le partage du monde et la création d'États qui n'existaient pas, ou du moins du tracé des frontières, tel qu'on l'a vu avec la Syrie, le Liban, la Palestine sous mandat, le Liban sous mandat français, la Palestine sous mandat anglais. Bon, ça a été fait, on va pas y revenir. Et bien sûr, on a mis en place des gens comme Saddam Hussein, qui, après avoir fait son coup d'État, Mitterrand l'a bien approché. Il lui a fait comprendre qu'il serait le nouveau leader arabe, qu'il fallait qu'il s'arme. Évidemment, on a surarmé Saddam Hussein avec des Mirages, avec des missiles Exocet, et on a créé la guerre Iran-Irak. Et ce qui est très drôle, c'est que le régime iranien de l'époque, qui avait décapité toute l'état-major de l'armée, mais qui est venu au secours de l'Iran? Israël, le Mossad est venu former l'armée iranienne face à Saddam Hussein, qui était le plus grand danger pour Israël, parce qu'ils avaient les missiles qui pouvaient toucher Tel Aviv. Alors pour en revenir à aujourd'hui, évidemment, ce que j'ai dit hier, puisque je ne suis plus à Moscou, même si, voyez, je vais vous donner un exemple concret et visuel, si du moins on arrive à me voir, c'est ça. Regardez. Voilà, 100 roubles, 500 roubles et le billet de 1000 roubles. Vous savez, le rouble soviétique, à l'époque, il valait rien du tout face au dollar américain.
Aujourd'hui, ça et ça, l'euro et le dollar sont en chute libre. Je le vois sur place dans les taux de change par rapport au nouveau rouble russe. Alors, on a parlé de gaz, effectivement, mais la Russie n'est pas bête. Vous savez comment arrive le gaz jusqu'en Italie, en Allemagne? Il arrive par les pipelines depuis l'Azerbaïdjan, puisque le projet de Aliyev, du président père, hein, pas Ilham actuel, mais son père, Haïdar Aliyev, avait tracé une ligne de pipeline qui permettait de faire venir les hydrocarbures jusqu'en Europe. Et c'est par ces pipelines-là que continue à arriver le gaz russe. Mais officiellement, ce n'est pas du gaz russe, ce n'est pas du pétrole russe. Donc, il y a un accord secret. Alors oui, il y a les déclarations des uns et des autres que l'on écoute. Il y a les déclarations des uns et des autres et chaque mot est important, certes. Mais tout ça, c'est ce que j'appellerais de l'effet de communication. Vous savez, la communication est quelque chose de très important. Dans une guerre, il y a la partie militaire, il y a une guerre hybride qui est aussi l'économie. Il y a aussi, bien entendu, la partie de la communication que j'appellerais de la propagande. Alors, on voit bien ce qui se passe de nos jours et l'on voit ces éléments de langage. Mais ce sont des éléments de langage qu'il faut décortiquer, qu'il faut analyser. Quant à la position américaine des médias américains qui reprennent les propos du gouvernement américain, ben écoutez, moi c'est simple, j'aimerais bien voir autre chose que des belles paroles, que des déclarations. Vous savez, la CIA est aussi importante que le KGB ou le FSB aujourd'hui, et quoi qu'il en soit, si il est avéré que les Américains disent vrai, j'aimerais bien autre chose que des belles paroles, c'est-à-dire des preuves, c'est-à-dire des éléments, c'est-à-dire des notes. Vous savez, toutes les informations de ces services-là sont classifiées. Elles ont des notes, elles ont un tampon, c'est déclassé, c'est classé secret défense, qu'ils nous montrent les preuves et les éléments. Alors, quant à, évidemment, Evgeny Prigojine, on pourra dire tout ce qu'on veut, mais il y a une chose qui est certaine. Poutine, il y a une chose qu'il ne pardonne jamais. Il peut pardonner, non, il pardonne, ça dépend quoi, mais jamais la trahison. Il pardonne certaines choses, mais il n'oublie pas. Mais il y a une chose qu'il ne pardonne et qu'il ne pardonnera jamais, c'est la trahison. Et pour moins que ça, votre corps, il disparaît. Vous disparaissez de la nature totalement, tout comme avec les Américains. Donc, lorsque Wagner ou Evgeny va se réfugier chez Loukachenko en Biélorussie. Et Loukachenko est le frère de sang de Poutine. C'est comme s'il allait se réfugier dans la maison du propre frère de Vladimir Poutine. Alors pourquoi ce choix? Parce que il y a l'effet de com', il y a les choses officielles et il y a les choses qui ne le sont pas. Effectivement, il aurait été simple avec un seul avion de raser tout Wagner. Ça n'a pas été fait. Notre prédécesseur a bien expliqué que c'était financé par la Russie. Peut-être a-t-il eu les ailes ou des ambitions un peu trop grandes pour lui, mais en tous les cas, il est sûr et certain que ce n'est pas, comment dire, avec tant d'hommes, même s'ils étaient des milliers, qu'ils allaient tenir face à l'armée, face aux réservistes et à tout ce qui s'ensuit. Donc, il faut bien analyser les choses, il faut être pragmatique. Tout à l'heure, j'ai entendu Linda qui disait ce n'est pas une question d'homme. C'est peut-être la seule chose où je suis pas d'accord avec elle. C'est aussi une question d'homme, puisque comme on le dit, la Russie a toujours été derrière un leader, que ce soit Lénine, que ce soit Staline, que ce soit derrière Nikita Khrouchtchev, l'Ukrainien.
Brejnev, même Gorbatchev, qui est l'homme le plus détesté de toute l'ex-Union soviétique, pas que de la Russie, Eltsine, et enfin l'avènement de Vladimir Poutine, le entre guillemets patriote, celui du KGB, celui qui aime son pays peut-être plus que Macron qui aime sa France. En tous les cas, Rothschild a été banni, mais il est vrai, on a oublié un détail, l'importance des Israélites, et j'aimerais rappeler que bien avant la création d'Israël par les Occidentaux, Lénine lui-même avait déporté tous les Juifs, avait non pas fait une Shoah par balle, mais en tous les cas, tous les Juifs. Et Dieu sait qu'il en avait beaucoup d'amis là-dedans, parce que Lénine a été aussi savamment mis en place, ou du moins il a organisé ça avec l'appui de quelques Occidentaux, dont les Anglais, pour liquider la famille tsariste, pour récupérer l'or qui est resté en Angleterre. Mais les Soviétiques eux-mêmes et les bolcheviks ont créé le premier État israélien au monde. Le premier foyer juif n'est pas du tout Israël, mais c'était bien l'oblast du Biroubijan. C'est une région autonome de la Fédération de la Russie qui existe toujours. Je demande tout simplement à ce que vous ayez voir sur Google ou dans votre dictionnaire, le Biroubijan. C'est un État qui a été créé à la frontière de la Chine, plus loin que la Sibérie, ou qui existe encore toujours, où la langue parlée officielle n'est pas le russe, mais bien le yiddish. Vous voyez, donc Israël a été le deuxième État juif au monde après le Biroubijan créé par les Russes. Maintenant, oui, il y a un véritable lobby. Oui, cela existe. Oui, ils sont très puissants, y compris en Russie même. Et donc, Poutine essaye de composer avec tout ça. Et regardez son génie. Les seuls qui tenaient tête à la Russie, c'est-à-dire les Tchétchènes, un peuple caucasien dont je ne suis pas loin, puisque je suis de retour dans le Caucase depuis aujourd'hui, où je suis revenu à Erevan en Arménie. Les Tchétchènes, on avait du mal. On avait tellement du mal que finalement, Poutine est venu après la mort du père de Kadyrov en prenant sous son aile le petit Ramzan, en lui disant: tu seras le président de la Tchétchénie, je vais faire de toi un homme riche et puissant, mais tu vas me devoir allégeance. Et aujourd'hui, on voit bien les combattants les plus aguerris qui n'ont peur de rien, ce sont les Tchétchènes. Et on l'a même vu en France, quand un Tchétchène est tabassé, c'est tous les Tchétchènes d'Europe qui viennent à son secours. C'est un peuple fier qui a des valeurs. On pourra en dire ce qu'on veut, mais la plupart des Tchétchènes qui sont en Europe, évidemment, sont contre le régime de Kadyrov. Ça, c'est une autre histoire. Mais les 100 000 combattants de Kadyrov n'ont peur de rien et même pas de la mort. Et on voit bien les défections dans l'armée ukrainienne. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus, d'après les renseignements que j'ai et des vidéos qui existent, la construction de ponts via des barges nautiques, donc, et des centaines de soldats ukrainiens, comme par hasard, ayant l'uniforme ukrainien et qui parlent tous polonais. Était-ce depuis quand l'armée ukrainienne, depuis quand les soldats ukrainiens parlent le polonais? On a parlé de la Pologne tout à l'heure, et ce n'est que le début. En tous les cas, ce n'est pas, comme on le dit, une guerre Russie-Ukraine, mais c'est une guerre, le monde occidental, contre la fin peut-être, du moins il rêve de la fin de l'ex-Union soviétique à travers Poutine, qui est un pur produit de l'Union soviétique, et qui est adoré en Russie. Et effectivement, je l'ai dit hier, et j'ai entendu mon interlocuteur précédent dire que celui qui sort renforcé, c'est bien Vladimir Poutine. Je l'ai dit hier, et je suis content que cette analyse est partagée par d'autres. C'est le grand vainqueur. Cette rébellion, on le saura peut-être un jour, peut-être pas. Poutine ne pardonne jamais la trahison. Il liquide pour moins que ça. Et il est surprenant que
Wagner soit dans la maison du frère de Poutine. Quand je dis le frère, bien entendu, c'est Loukachenko. D'ailleurs, à l'époque, il a fallu, puisque ça allait devenir l'homme de l'Union soviétique, mettre en place quelqu'un d'aussi puissant, d'aussi fort, d'où l'avènement de Poutine par le système du renseignement qui voulait un homme fort, un homme qui va droit et qui ne lâche jamais. Et Poutine est bien arrivé comme ça, en commençant par son retour en Russie, ses réseaux au KGB, le début. Donc c'était Saint-Pétersbourg, bien entendu, une place très importante en Russie. Et de Saint-Pétersbourg, il arrive à Moscou. Il est nommé chef du renseignement. Bien sûr, il y a aussi ce qu'on appellera les fameux attentats de Moscou, dans lequel il a peut-être joué un rôle, où il avait même dit « j'irai jusque dans les chiottes buter le terroriste tchétchène ». Donc, vous voyez, il y a une partie officielle et il y a ce qui se passe dans l'ombre, sous la table. Mais moi, c'est ça que j'adore chercher. Et croyez-moi, quand on cherche, on trouve, parce que les langues se délient, parce qu'on a des contacts, que ce soit avec Monsieur Lavrov, que ce soit avec un personnage très important en Russie, qui n'apparaît nulle part, qui s'appelle Oganessian et qui est au cabinet de Lavrov, qui s'occupe de la revue International Affairs. Je ne vais pas donner tous les noms de mes contacts en Russie, encore moins ceux que j'ai du côté des Américains ou des Français. Alors les Français, laissez tomber. Mais en tous les cas, il est sûr et certain que cette guerre, qui est la suite non pas de la Seconde Guerre mondiale, mais de la guerre froide, elle est hybride et on en est peut-être très loin de la fin, très très loin. Ça va être un conflit, si du moins militairement il s'arrête un jour, il va continuer dans l'information, dans les technologies, dans les contrôles des technologies, le crédit social. Tout à l'heure, j'avais quelqu'un à Paris qui me disait « Mais quelle honte! Comment tu peux être proche de Poutine qui lui aussi a fait vacciner son peuple avec son vaccin ?» Certes, c'est une réalité. En tous les cas, il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Il y a la version officielle, celle des médias, celle de la com, y compris de la com des autorités russes. En tous les cas, c'est vrai que ce combat entre ces deux monstres, le grizzly américain ou le faucon ou l'aigle américain contre l'ours russe, on est encore très loin de la fin, mais le pire qui est redouté par les États-Unis, croyez-moi, n'est pas du tout la Russie, c'est bien la Chine. Et aujourd'hui, la Chine reste en retrait, elle observe. Le jour où elle rentrera en jeu, si du moins elle rentre en jeu, c'est ça qui fait une peur atroce aux Américains. Et la preuve en est, c'est que les Américains ont bien précisé au Liban qu'ils pouvaient faire ce qu'ils veulent du port de Beyrouth, même le donner à Macron, à n'importe quel pays, mais il était hors de question de laisser le monopole de la construction, de la reconstruction et du port de Beyrouth à la Chine. Comme quoi, les États-Unis, c'est pas la Russie qui leur fait peur, c'est la Chine. Pierre Fitt ne s'était pas trompé sous Giscard en disant quand la Chine s'éveillera. Donald Trump l'avait dit avec Google, Huawei. Et il y a un autre pays qu'on néglige aujourd'hui, c'est le pays le plus peuplé au monde, plus que la Chine, c'est l'Inde. L'Inde qui est aussi une puissance, mais qui a face à elle le Pakistan. Vous voyez, tout ça, ce sont des zones d'influence. Et pour les intérêts stratégiques russes, aujourd'hui, qui lâchent, entre guillemets, un petit pays du Caucase qui est l'Arménie, ben, c'est ses intérêts à elle. Si elle doit s'allier avec l'Azerbaïdjan et la Turquie, on voit bien les déclarations d'Erdogan aujourd'hui. Il y a, ce n'est pas une partie de billard à deux bandes, mais multibandes, et les alliances ou les désalliances se font et se défont en fonction des intérêts des uns et des autres. Et on l'a bien vu, Erdogan a accepté de payer le gaz russe en roubles. Donc, il joue sur tous les tableaux. La BRICS, c'est une chose. Il y a les pays qui intègrent la BRICS, mais dans la BRICS, il y a aussi l'Inde qui fait partie du Commonwealth. Donc, chacun veut
tirer son épingle du jeu et avoir un morceau, excusez-moi, du gâteau. En tous les cas, il est sûr et certain que c'est Vladimir Poutine qui sort renforcé aujourd'hui de plus en plus. Et même s'il y a une petite chute sur les taux de change, moi je vois de plus en plus, que ce soit en Russie ou dans le Caucase ou dans les pays limitrophes, la dégringolade de l'euro et du dollar face au rouble russe. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que quand on reçoit des mandats depuis la France ou depuis d'autres pays de l'argent et une somme soit en euros, soit en dollars, on ne vous la donne qu'en monnaie locale avec le drame arménien, parce que tous les euros, le dollar, la banque centrale les prend aux banques arméniennes et ça part en avion cargo à Moscou. Vous voyez, on ne rigole pas avec Poutine, c'est un joueur d'échecs, c'est un très bon homme d'information, de renseignement, du contre-renseignement, de l'analyse et surtout de la mise en place de stratégies comme le jeu de Go ou un jeu de stratégie qui est un jeu d'échecs. Et pour ça, il faut reconnaître que il sait s'y prendre et il a tenu bon et je pense qu'il tiendra bon encore très longtemps. Merci à vous, Léonie Collian. S'il est vrai que le conflit est ouvert depuis des mois entre Yevgeny Prigojine et le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, également le chef d'état-major Valery Gerasimov, il n'en demeure pas moins que dans toute cette grande opération menée par le président fondateur de la compagnie militaire privée Wagner, c'est le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, qui en ressort grandi. Merci à vous, chers messieurs, d'avoir participé à cette édition, même si on n'a pas totalement fait la lumière, même si les avis sont encore partagés entre ce qui s'est réellement passé du côté de Moscou. Reste à savoir si c'était véritablement un coup de maître du chef du Kremlin ou bien une tentative de retournement d'Evgeny Prigojine. Je le disais, toujours en est-il que Vladimir Poutine en sort grandi. Merci à vous, Léo Nicolian, Taïfours Maïn, Linda Larbaoui et Gamal Abina d'avoir participé à cette édition d'Appel sur le continent. Merci également à toute l'équipe technique qui a travaillé pour la réussite de cette émission. Restez sur Afrique Média car nos programmes se poursuivent. Je vous retrouve demain soir pour une autre édition d'Appel sur le continent. Même chaîne, même heure. Mesdames, Messieurs, bonsoir.